Hop. Je vais mettre un screamer. 3, 2, 1... Aujourd'hui dans 180 mm, Junji Ito ou spoiler ce qui fait peur. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler animation, et plus particulièrement japonaise. Junji Ito est-il à présenter? Bien je pense que oui, parce que ça reste assez niche comme truc. Donc grand nom de l'horreur en manga, vous avez peut-être vu passer certaines de ces cases les plus connues, si vous êtes un peu dans le coup. Il faut avouer que c'est souvent les plus efficaces et les plus iconiques qui ressortent. Demandez à quelqu'un dans la rue qui est son mangaka d'horreur préféré, il vous répondra certainement Reiki Kawahara. Parce que tellement ça pue sa mère quand le truc ça commence à faire peur quoi. Non, du coup c'est le mangaka horrifique le plus connu et de loin. Par contre, pour ce qui est des animés, il en est sorti deux. Un récent, produit par Netflix, Maniac par Junji Ito, Anthologie macabre, sorti en 2023, qui est vraiment nul à chier, et un deuxième sorti en 2018, Junji Ito Collection, qui est assez passable et rend très peu hommage au travail déroutant de Junji Ito, lui non plus. Plusieurs choses à noter: une animation très peu fluide, au mouvement peu naturel, même si je ne suis pas expert en la matière, précisons-le, un rythme très inconstant, des émotions faciales mal retranscrites, ce qui est quand même essentiel dans les films d'horreur, et la musique n'aide en rien à la procuration de frissons tant elle est faite d'abord et avant tout comme une musique d'animé, et non pas comme celle d'un métrage d'horreur, et enfin un travail inexistant de la lumière, ou plutôt faudrait-il parler de la couleur. Seulement j'ai noté un Nagayume bien au-dessus de la mêlée, notamment lors de son climax. Ça va être notre sujet d'étude. Un homme vient dans une clinique se plaindre que ses rêves s'allongent au fur et à mesure de ses nuits, jusqu'à atteindre des longueurs que l'on pourrait qualifier d'éternité. Le fait est que ses rêves ont des effets physiques sur lui, il semble subir l'effet du temps de ses rêves, et c'est tout. Attention, je vais dévoiler, il meurt. Mais en vrai, on s'y attendait quoi, c'est vraiment éclair pour le coup. Ciao. Ce qui m'a dérouté dans un premier temps, c'est la cruelle inéluctabilité de la maladie, qui, une fois déclenchée, ne permet pas de guérison. Et en plus de ça, une mise en scène extrêmement intelligente qui, justement, met en phase sur cette inéluctabilité. Mise en scène qui va être notre sujet d'étude, mais avant de l'analyser, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Je trouve que cette version de Nagayume est vraiment meilleure comparée au moyen-métrage. Intéressant tout de même, plein d'idées visuelles et d'ambiances sonores extravagantes, qui ont le mérite d'en partie marcher sur moi, malgré un récit qui retire tout le sel de l'histoire et qui préfère se concentrer sur une histoire de docteur fou, et qui, de fait, relègue la scène de la mort du premier patient au second plan. La mort, que j'estime être le climax de cette histoire, ne profite pas de cette montée en puissance qu'il y a dans l'animé, et qui crée ce sentiment d'insécurité. La première mention du patient que l'on a, c'est une caractérisation de personnage par une autre patiente, et les deux médecins, dont l'un semble avoir très bonne réputation, qui s'occupent de son cas. On mentionne alors la faucheuse et le fait qu'aucun être humain ne pourrait ressembler à ça. Préparation, augmentation de la tension et de nos attentes. Scène suivante, une information semble importante. Le gars a peur d'aller dormir. Dormir, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, et donc de très difficilement évitable. Les deux toubibs, incluant celui réputé, est lui-même désemparé. La science, même la plus élevée, ne peut pas l'aider. C'est, je trouve, une caractérisation, ma foi, plutôt efficace. Le flashback est justifié par le fait qu'un médecin soit nouveau, on pense à faire une caractérisation. Non, vraiment, bravo. Nouvelle info, la durée des rêves grandit au fur et à mesure que les jours avancent. Et en plus, les rêves sont des mauvais rêves. Et faites attention à la musique, calme, reposé, assez triste, rien de flippant, rien d'étrange. Première visite avec les deux toubibs et lui en amorce. On va opérer un léger panoramique à droite pour mieux montrer l'étendue des dégâts qui est mise en avant avec un jeu sur les traits de crayon, dont on reparlera. Contre-champ et on réalise. Petit passage inutile et assez con, je veux dire, il pouvait pas l'arrêter. Le petit monologue sur son lit avec un bruit d'air est pour moi super important dans la préparation de la scène finale. Remamie, l'autre malade qui sert à rien, et la fin.
Le docteur réputé à gauche et celui l'assistant à droite discutent dans le couloir en route pour aller voir le patient à son réveil. Plan suivant, toujours deux toubibs qui discutent quoi. Contre-champ et zoom sur le visage du médecin réputé qui revient sur le cas qui nous intéresse. Je ne sais pas jusque quand il a pu rêver cette fois-ci, nous disant qu'il ignore que le patient est déjà mort à cet instant. Nous n'en savons pas plus que lui. Plan fixe sur la porte de la chambre qui s'ouvre, aucun autre bruit que celui de la porte, puis l'animation s'arrête. Le médecin regarde la caméra pendant un peu plus de 4 secondes, ce qui est le plus long plan sans mouvement du segment, rendant solennel l'arrivée du plan suivant. Plan sur le patient, désormais décédé, accompagné d'une musique avec un léger retard à la guitare acoustique. Musique aérienne avec une guitare lente et réverbérée et quelques synthés pluck. La mort est troublante car on ne s'attendait pas à ce qu'il parte à ce moment, mais sa mort était inéluctable, la musique non sensationnaliste et ses craintes lors de son monologue nous le confirmant. Suivi d'un raccord dans l'axe qui accroît les tons sombres du coussin pour rendre le dessin plus impressionnant, la tête avalée par le coussin, il s'est fait avaler dans et par son sommeil, raccord respectant la règle des 30 degrés pour limiter l'impression d'un jump cut, accompagné d'un bass drop pour donner de l'ampleur au trait, et à la mort qui symbolise les dégâts du temps qui n'a pas existé sur le patient. La guitare continue, fondue en noir. Je ne vais pas analyser la suite, vous laissant un peu de matière à découvrir. On n'oublie pas, je suis gentil. En plus parce qu'elle gâche un peu la mort, je trouve. Tout est question d'inéluctabilité. Pendant la grande majorité du segment, on ne sait rien de cette maladie, et notamment la cause. Cet inconnu, couplé à l'évolution physique et psychologique que le patient va subir pendant tout le long de l'épisode, va vraiment ancrer la toute-puissance de la maladie, couplé au fait que le médecin, rappelons-le qui est assez renommé, est totalement désemparé. Même s'il découvrira la cause de la maladie dans un moment qui gâchera un peu tous les efforts faits par l'épisode, car rien ne fait plus peur que l'inconnu. La toute-puissance de la maladie plus l'identification qu'on peut avoir par le biais qu'en fait on dort tous, et les efforts faits lors de la scène finale, sont vraiment d'un froid glacial dans le dos. Et voilà comment Junji Ito spoil ce qui fait peur. Cette chronique a pour but de pointer du doigt la flexibilité incroyable que peut avoir l'animation pour le versant horrifique, et notamment ici la Japanimation. Car elle a la flexibilité démiurgique du dessin, sans contrainte du coup, et peut tout aussi bien manipuler les images et les sons de l'image animée dans son sens premier, comme au cinéma. Mais je trouve que la Japanimation rate un peu le coche dans sa globalité. On verra ça dans une autre chronique assez spéciale et assez ambitieuse. Je vous recommande bien l'épisode parce que c'est une expérience assez bizarre à voir dans un animé qui est vraiment pas fou en globalité, qui a pas mal d'écueils. C'est assez agréable de voir une aussi bonne surprise. Bon après ça fait que l'épisode 2, donc j'ai regardé tout le reste et c'était pas fou, mais cet épisode-là me fait dire que justement c'est pour ça que je continue à regarder des trucs un peu nuls, pour voir s'il n'y a pas de l'or dans le caca. Je crois que je suis un peu méchant avec la série, elle est pas si nulle que ça, mais elle se regarde comme un truc d'animé, et moi, fan d'horreur, je m'attends à avoir peur. Sauf que c'est pas du tout le cas. Donc je vous recommanderais bien l'épisode, mais pas l'animé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, on n'oublie pas les recos en commentaire, vive toutes les formes de culture, la bise.